سننتقل إلى المتدخل الثاني. C'est avec plaisir que je donne la parole à Monsieur Jean-Louis Planche. عنوان محاضرته meurtre de masse et colonisation, l'exemple du Nord constantinois en mai et juin 1945. Oui, alors je vais prendre l'exemple du Nord constantinois en mai-juin 1945 pour illustrer ce qu'a été la colonisation pendant 132 ans en France, moins longtemps ailleurs, en Tunisie, au Maroc, en Afrique noire, mais la colonisation se ressemble. Elle repose sur la conjonction de deux facteurs. La séduction, c'est vrai, lorsqu'on arrive à Alger par bateau à l'époque coloniale, on a devant soi la splendeur du front de mer et de la baie d'Alger, avec ces grands bâtiments qui scandent la ligne d'horizon, et c'est la puissance de la colonisation qui s'exhibe, et c'est la séduction, et en arrière-plan, ce que l'on ne voit pas, c'est la terreur. L'autre principe de la colonisation, principe fondamental, c'est la terreur. C'est la terreur de masse, et qui, de temps à autre, se révèle au travers de massacres à peu près périodiques. Pour s'en tenir au XXe siècle, c'est pendant la Première Guerre mondiale, en Oranie, les massacres de 1916 en Oranie, dans le Constantinois surtout. C'est dans l'entre-deux-guerres, les massacres qui se poursuivent au Maroc, puisqu'on se bat au Maroc et dans le sud marocain jusqu'en 1934, et la colonisation ne sera jamais tout à fait terminée au Sahara marocain. 1941 en janvier, c'est l'insurrection de Maison Carrée. Et puis 1945, les massacres du Constantinois, on dit habituellement le 8 mai 1945. En réalité, tout commence, le 8 mai certes assétif, mais le 9 mai est pour moi le jour du véritable départ. Et les massacres vont se poursuivre de longues semaines. Mai, juin, juillet, à Constantine encore, début septembre, il y a un camion qui amène au cimetière, où on a ouvert une fosse commune, qui amène un chargement de cadavres. On a massacré en région de Constantine jusqu'au début septembre. Alors, et puis ensuite, les massacres reprennent. C'est en 1952 le ratissage en Tunisie du Cap Bon. En 1954, en novembre, décembre, les premiers actes de représailles pour répondre aux attentats de la nuit du 1er novembre. Alors, pourquoi parler de meurtre de masse? Eh bien, parce qu'il s'agit de meurtres en grand nombre. Pour s'en tenir au Nord constantinois et aux archives que j'ai utilisées, et qui sont celles dont disposait le ministre de l'Intérieur, qui sont les archives dont disposait, ce sont les rapports que reçoit à l'époque le gouverneur, et qui émanent des généraux, des envoyés en mission, parce qu'il y a un principe de la République française coloniale, c'est que le ministre, le gouverneur, les autorités veulent tout savoir pour savoir exactement ensuite ce qu'il faut cacher. Donc, on ne leur cache rien. Un meurtre est un meurtre, un massacre est un massacre. J'ai aussi utilisé les archives britanniques. Le consul de Grande-Bretagne est très clair.
dans un télégramme à son gouvernement, au Foreign Office, il parle d'un massacre de 20 à 30 000 femmes et enfants. Il ne dit pas vieillard par respect pour le premier secrétaire du Foreign Office auquel il envoie son télégramme et qui est un vieux monsieur. Mais il estime que les Français peuvent croire qu'ils sont tranquilles après ce grand massacre de femmes et d'enfants dans le nord constantinois, et ils auraient tort de croire qu'ils seront tranquilles longtemps, car ils ont à faire face à un nationalisme adulte qui un jour relèvera la tête et leur réservera bien des surprises. Alors donc, meurtre de masse, eh bien, le meurtre de masse, c'est un des moteurs de la colonisation, un des piliers de la colonisation. La colonisation française ne repose pas sur l'extermination. Les exemples d'extermination, il faut aller les chercher plutôt du côté de la colonisation britannique. Par exemple, il y a un cas d'extermination totale, c'est la Tasmanie. La Tasmanie, c'est une grande île au sud de l'Australie, grande à peu près comme la Belgique, de climat tempéré, et qui était destinée par les Britanniques à l'élevage du mouton. En 1877, le dernier Tasmanien meurt. Et donc, la terre est entièrement libre. On peut transformer la Tasmanie en un gigantesque pré, un gigantesque champ consacré à l'élevage du mouton. Il y a quelques autres exemples, dans les Caraïbes aussi, mais la colonisation française est plus calculatrice. Elle est plus calculatrice, elle repose sur la mise en valeur, ce que l'on appelle la mise en valeur coloniale. Or, la mise en valeur coloniale réclame des hommes, et les Français sont peu nombreux. La France est un pays à faible natalité dès le XVIIIe siècle. Ce que les démographes ont appelé la révolution démographique, c'est-à-dire peu d'enfants, a commencé en France, et même exactement, on sait maintenant où, au XVIIe, XVIIIe siècle, en Normandie. Là, les paysans français se mettent à avoir un enfant seulement, et à limiter leur naissance. Pourquoi? Les historiens s'interrogent encore. Bon, peu importe. La France est un pays de faible natalité, au contraire de la Grande-Bretagne. Les Français exportent peu d'hommes. Donc, qui va mettre en valeur ces colonies? Une terre sans bras pour la mettre en valeur n'a aucun intérêt. Donc, les Français se gardent d'exterminer. Ce qu'ils veulent, c'est exploiter non seulement la terre, mais aussi les hommes. Et la colonisation repose sur un autre principe, des salaires qui sont calculés pour être légèrement au-dessous, selon les moments, du minimum physiologique nécessaire. Par exemple, entre 1941 et 1945, les salaires versés dans l'agriculture algérienne ne permettent pas aux paysans de se nourrir, à l'ouvrier agricole de se nourrir, encore moins de nourrir sa famille. Si bien que la famine est endémique, puisque un homme qui travaille même à 12 heures par jour ne peut pas se nourrir, encore moins ses enfants. Les cas de folie sont multiples, on les signale partout. Il y a un rapport qui dit, lorsqu'on se déplace dans les campagnes algériennes, dans les montagnes du Constantinois, on a l'impression, en voyant les cimetières, que ce sont des terres de labour fraîchement labourées, tellement il y a de tombes ouvertes. Donc la colonisation repose sur de très bas salaires. Et pour faire accepter des salaires de famine, des salaires qui ne sont pas naturels, eh bien, de temps à autre, la terreur. Alors la terreur, elle est dès le départ. À la prise de Constantine, à l'automne 1299,
pénètre à l'intérieur de la ville, massacre systématiquement, nettoie systématiquement, par rue, par maison, par étage, par pièce, par coin, sans faire de quartier. Et selon le vieux principe d'un empereur romain, qu'il nous haïsse mais qu'il nous craigne. Et pour marquer l'événement, sera construite la statue face à la ville de Constantine, le sabre tiré du général Lamoricière qui a conquis la ville, à l'endroit exact où le canon a percé la muraille de Constantine. De même qu'à Alger, la statue du duc d'Orléans, l'épée tirée face à la Casbah jusqu'en 1962. Vous voyez. Donc, le meurtre de masse est consubstantiel en quelque sorte à la colonisation. Il ne faut pas se le cacher. Au-delà des sourires, au-delà des ors, au-delà des splendeurs, au-delà des musiques et du décor, il y a un travail, une exploitation impitoyable des hommes, des femmes et des enfants, et qui repose sur, de temps à autre, des actes de terreur. La terreur en système colonial est une technique de maintien de l'ordre. Alors voyons un peu, à présent, ce qui s'est passé en mai 1945. En mai 1945, contrairement à ce qu'on a souvent écrit, ce qu'on écrit encore parfois, il n'y a pas eu de complot. Il n'y a pas eu de complot, mais une machine s'est mise en marche. Une machine s'est mise en marche malaisément, dans la confusion. Pourquoi la confusion? Parce qu'il n'est pas facile à des hommes, quels qu'ils soient, seraient-ils des colonialistes endurcis, de tuer son voisin, de tuer son ami. Et or c'est cela qui va se passer. C'est-à-dire que en mai, le 9 mai, les Européens se mettent en mouvement. Les Européens se mettent en mouvement et selon le principe que, puisqu'ils sont menacés, il n'y a pas de menace, c'est dans les têtes, puisqu'ils sont menacés, qui est le plus menaçant? Celui qui vous connaît le mieux, le voisin de palier, le voisin d'étage, celui dont la maison est proche de la vôtre, et donc c'est lui qu'il faut supprimer en premier. Parce qu'il sait où vous cachez la clé de votre appartement, il sait comment rentrer chez vous, c'est votre ami intime. Et c'est ce que l'on m'a raconté à Guelmar, et les enfants des survivants qui m'ont dit ce qui nous a plus frappé. Ce qui nous a plus frappé, c'est que ce sont les amis qui ont tué les amis. Alors, pour cela, il faut une terreur profonde. Il faut une terreur profonde, il faut être en état de panique. Un homme conscient ne peut pas réagir ainsi. Il faut être en état de panique. La panique a commencé le 8 mai. Le 8 mai, à Sétif, il y a la manifestation des AML, des Amis manifestes et de la liberté, avec en tête les militants clandestins du PPA, qui ne sont pas très nombreux, les scouts devant eux. Au premier rang, c'est un jeune scout qui porte la gerbe de fleurs, et pour la déposer, elle sera déposée au monument aux morts. Ensuite, on la retrouvera piétinée. Quant aux scouts, on ne les retrouvera pas. Bien. Mais la manifestation se met en branle et se met en marche. Pourquoi à Sétif? Parce que Sétif est une ville calme, comme Guelmar, où il y a aussi une manifestation. Il n'y a pas de manifestation à Alger. Il n'y en a pas non plus à Oran. Parce que le 1er mai, à Oran, à Alger,
il y a eu des morts, la police a tiré, il y a eu des morts, donc pas de manifestation, par prudence pour éviter un massacre. Mais à Sétif, à Guelma, qui sont des villes paisibles, la manifestation est organisée. Malgré les rumeurs, parce qu'il y a un bruit qui court, les gendarmes ne sont pas là. Les gendarmes ne sont pas là, ils ne veulent pas être mêlés à ce qui se prépare. Les soldats ne sont pas là. Ils sont à 5 minutes à pied, dans la caserne, depuis 5h30 du matin, ils sont prêts, mais ils ne viennent pas parce que les militaires ne veulent pas être mêlés à ce qui se prépare. Ce qui se prépare, c'est un attentat contre la municipalité. Un compte à régler entre colons. On a préparé des fusils en bordure de la manifestation et on espère bien, il y a des colons qui espèrent bien pouvoir régler son compte au maire. C'est une affaire de gros sous. Les musulmans n'ont rien à voir, comme on dit, les musulmans à l'époque, les Algériens n'ont rien à voir avec ça. Bon, si Ferhat Abbas est là, on lui réglera aussi son compte parce que là aussi il y a des comptes à régler. Mais et puis tout dérape quand le drapeau algérien surgit, brandi par un militant PPA, parce que pour les militants du PPA et pour de nombreux Algériens, puisque c'est un jour de patriotisme, eh bien eux aussi ont le droit de sortir leur drapeau. Et là, il y a les premiers tirs au revolver qui a tiré policier, vraisemblablement un policier tire, mais au même moment, et ça ne sera pas dit, des balcons, des fusils tirent. C'est pas des fusils de soldats, hein. Des balcons juste au-dessus. Qui est témoin? Des officiers britanniques qui sont au balcon en face, qui sont des officiers sud-africains. Et le régime en Afrique du Sud est un régime très colonial. Donc les officiers sud-africains n'aiment pas spécialement ce qu'ils appellent les indigènes, hein, les natifs. Mais ils savent ce que c'est qu'un coup de fusil. Et ils sont calmes, ils se portent en retrait et ils notent, et ce sera rapporté à Londres exactement, des tirs nombreux qui étaient destinés au maire, vous voyez, et à quelques-uns de ses adjoints européens. Et puis ils ne sont pas là. Alors pourquoi est-ce que les gens qui étaient prêts à tirer, qui avaient été préparés pour cette embuscade, ont tiré? Ben, c'est ce qu'on appellerait un acte manqué, vous voyez. Le drapeau algérien, c'était pas prévu. Et au vu du drapeau algérien, ils prennent les armes et ils tirent. Ils tirent sur la foule. Et ils vont tirer sur la foule des Algériens pendant 20 minutes. Alors, pendant 20 minutes, il y a quelque chose d'assez ahurissant, c'est que la tête de la manifestation continue jusqu'au monument aux morts. Elle va déposer sa gerbe et puis après elle va disparaître. Là, je n'en retrouve pas de trace dans les rapports. Quant au gros des manifestants, il y a des corps sur la chaussée, les autres vont s'abriter sous les balcons et pendant 20 minutes vont se faire tirer comme des animaux. Parce que les tirs se multiplient, c'est la folie qui prend la ville. Beaucoup d'Européens qui ne sont pas du tout dans l'affaire, entendant tirer, se disent « Mon Dieu, ils se révoltent ». Ce sont les musulmans qui tirent. Et à leur tour, ils se mettent à tirer sur la foule. Bref, tout dégénère. La foule des Algériens essaye de quitter la ville en courant. Et là, comme toujours, l'Européen qui est sur le passage est lynché. Vous savez, au même moment, en Italie, en France du Sud, dans les Balkans, on massacre les collaborateurs, alors des morts, il y en a partout. Hein. Et il y a une quinzaine d'Européens qui sont sur le trajet de cette foule, qui pendant 20 minutes s'est fait tirer comme des bêtes, et qui sont au passage lynchés. Et puis la foule des musulmans arrive pour sortir de Sétif. Elle veut sortir par le sud, et là elle se heurte aux gendarmes qui enfin arrivent. Et les gendarmes perdent la tête. Les gendarmes voient arriver une foule enveloppée de balles, qui
tirent, ils ne le savent pas, ils ne cherchent pas à comprendre, ils se jettent à plat ventre, ils ouvrent le feu au mousqueton, ils sont 20 gendarmes avec un fusil mitrailleur. Et ils renvoient la foule à l'intérieur de la ville arrivera à sortir par la porte de Constantine, et là une automitrailleuse de la garde républicaine arrive, avec une mitrailleuse lourde, et puis après un instant d'indétermination, tire à l'ombre rafale. Combien y a-t-il eu de morts à Sétif? On ne le saura pas. Je n'ai trouvé aucun chiffre. Les rapports, attention, publiés 15 jours après, les rapports au préfet, au gouverneur, au ministre disent on ne peut pas compter les morts des musulmans puisque, selon la tradition des tribus, ils les ont emmenés avec eux. Attendez, c'est une histoire indienne ou quoi? On est dans une bande dessinée? Non, les morts sont restés sur la chaussée. Il y en a plein, l'hôpital de Sétif. Et la mort de surtout, vraisemblablement des centaines de morts. Et c'est dans la nuit qu'une grande peur se lève dans les esprits. Et c'est le lendemain après-midi, le 9 mai. Alors là, il y a 2 télégrammes. Il y a un télégramme et un message téléphoné le 9 mai. Je dis bien le 9 mai à Sétif. Il y a des patrouilles de tirailleurs sénégalais dans la ville. Premier télégramme, premier message téléphoné d'un commissaire qui téléphone au gouvernement général. Ah, je suis à Sétif, là, et les Sénégalais tirent sur tout musulman suspect dans la rue. C'est 14h. 2 heures après, deuxième message téléphoné et noté sur un grand registre. Et ça, c'est à chaud. Le même commissaire téléphone, c'est nouveau. Les patrouilles de soldats dans la rue tirent sur tout musulman rencontré. Sétif, 9 mai, 16h15. Au même moment, à Guelma, c'est le massacre. C'est le massacre, les Européens ont perdu la tête. Quel rapport entre Guelma et Sétif? Aucun. Et entre Guelma et Sétif, 200 km de montagne. Aucun rapport, sinon la peur et la folie qui a gagné le cerveau des Européens et des autorités, ce qui est plus grave. Et ensuite, il y a des officiers qui vont dire, mais bon Dieu, alors d'un coup, Sétif est à 200 km Guelma, donc c'est concerté, c'est une insurrection. Non, c'est pas une insurrection, c'est une panique. C'est une grande panique qui a pris aussi bien les Européens de la rue ou du bled que les sous-officiers, les officiers, le gouverneur général lui-même. Le gouverneur général lui-même, qui pourtant est un homme qui devrait garder son sang-froid. C'est un professeur d'art, c'est un arabisant, agrégé d'histoire. Il a été enseignant à l'université. Le gouverneur Châtaigneau, il est socialiste. Il a été vice-gouverneur au Liban. Il est à présent en Algérie. Il a commencé en Afghanistan. Il connaît le monde arabe et musulman. Le gouverneur perd la tête, fait venir le croiseur lourd du Guétrouin devant Alger, ancré à 3 km des côtes, dans une zone de sécurité, canon braqué sur la ville avec pour ordre: soyez prêts à tirer sur la ville si les musulmans se répandent sur les quartiers européens. Or, dans Alger, les quartiers sont mélangés. Imaginez le tir de canon de marine sur une ville comme Alger, il y aurait eu des dizaines de milliers de morts. C'est-à-dire que les Européens ont perdu la tête et ils ne retrouveront pas leur sang-froid avant bien des mois. Alors, bien des semaines. Alors, comment se sont faits les massacres? Eh bien, ce sont des massacres, c'est la particularité. Ce
sont des massacres de civils à peu près désarmés. Il n'y a pas d'insurrection. Il y a une tentative de se défendre. Et dans les villages, dans les villes, les Algériens vont essayer de trouver des armes de chasse, des armes de guerre. Ils n'en trouveront pas ou très peu. Tous les rapports le disent, mais ce sont des gens désarmés. Ils ont quelques fusils de chasse. Que voulez-vous que fassent des fusils de chasse face à l'aviation de guerre? L'aviation utilise de petites bombes, 20 kilos, 30 kilos, oui, mais ce sont des bombes à fragmentation. Ce sont les premières bombes à fragmentation de l'histoire. Ce sont des bombes de fabrication anglaise utilisées contre les soldats allemands et qui seront lâchées sur des populations civiles. Alors j'ai demandé à des spécialistes, à des militaires spécialistes, qu'est-ce que cela donnait. Ils me disaient une seule bombe suffit à hacher, à truffer d'acier 200 à 300 personnes si elles sont regroupées, parce qu'elles explosent par ricochet à 2-3 mètres du sol, et elles explosent en milliers de fragments. Or, les populations vont être attaquées par des chasseurs bombardiers français, basés à Sétif, basés aussi à Annaba, à l'aéroport des Salines, et ça casse des femmes contre ces bombes. Les Britanniques vont être sollicités par les Français pour renouveler le stock de bombes, puisque les Français les épuisent très vite. Et là, les Anglais sont très clairs. Hein. Or là, c'est une horreur. Ces bombardements, ils disent les Français ont perdu la tête, pas question pour nous de les réapprovisionner, parce que si cela se sait, ce sera nos positions au Moyen-Orient qui seront en danger. Donc, les Français ont perdu la tête, qu'ils se débrouillent. Et la réponse, c'est non. Donc, l'aviation, les Luftwaffe, et surtout les troupes coloniales. Les troupes coloniales, les goumiers marocains, les tirailleurs sénégalais, la Légion étrangère. Combien y a-t-il eu de morts 20 à 30 000. 20 à 30 000 au moins, je dis au moins. Ce sont les chiffres. Ah, il me reste 5 minutes. Ce sont les chiffres de l'Église catholique. Ce sont les chiffres de l'Église catholique. L'Église catholique a un extraordinaire service de renseignement. Un extraordinaire service de renseignement, ce sont tous les prêtres des campagnes et tous les croyants catholiques des campagnes. 30 000 morts, c'est le chiffre qui sera donné par Alexandre Chollet au journaliste Favreau en 1960. Et Alexandre Chollet est très proche de Monseigneur Duval, l'archevêque d'Alger, chez le chiffre de l'Église. 30 000 morts, c'est le chiffre de l'état-major français donné au consul général de Grande-Bretagne. Parce qu'à l'époque, les rapports sont excellents. Vous voyez, entre anglais et français, après, ils vont se détériorer. Donc, 30 000 morts au moins. Vous voyez. Alors, on peut estimer que un système, ce système colonial, qui a été incapable de nourrir la population algérienne, musulmane, en 1941, 42, 43, de lui épargner la famine, à présent, qui a été incapable. En novembre 42, quand les Anglais et les Américains attaquent, on s'est battu là en revanche. 2000 morts américains. On s'est battu dans Alger. Mais en 3 jours, l'armée coloniale a été submergée par l'armée, la marine surtout, et l'aviation américaine et anglaise. Le débarquement s'est très mal passé. La flotte française en Oranie, à Merset-Kébir, a été détruite par la flotte britannique-américaine en 3 jours. Mais Seyage a dit, mais sous les yeux des musulmans, des Arabes, l'armée française a subi la plus grande défaite coloniale de son histoire. Sous les murs d'Alger, sous les remparts de Rome. Vous voyez, la colonisation incapable de nourrir les musulmans.
suivant. Incapable de défendre l'Algérie contre les Français, contre l'aviation allemande qui intervient depuis la Sicile, depuis la Sardaigne. Et enfin, en 1945, incapable de garantir aux Algériens le minimum de sécurité nécessaire pour leur vie et pour leurs biens. Un système aussi incapable, aussi indigne, a fait son temps. 1945, pour tout le monde, c'est la fin de la colonisation. Il restera à la mettre en œuvre. À la terminer.
Thank you.